Et salut à tous et salut à toutes. On est de retour pour une nouvelle émission de Time Out, votre émission 100% basket, 100% NBA. On est toujours confinés à la maison, on est sur nos ordinateurs, on enregistre l'émission sur Zoom comme d'habitude. Alors, après avoir fait les dernières émissions, nos bilans de la saison, qui est toujours interrompu, eh ben, on vous propose une émission ce soir très, très spéciale. Je pense que tous les fans NBA sont au courant depuis. Ce lundi, sortaient les deux premières parties de la série reportage The Last Dance sur Netflix, consacrée à la légende Michael Jordan et à la saison 97-98 des Bulls. Et comme la saison NBA n'est toujours pour l'instant à l'arrêt, c'était une superbe occasion pour nous de revenir sur Michael Jordan. Je savais que j'allais la faire. Michael Jackson, c'est bien aussi. Hein, c'est bien. Je savais, il fallait que je la fasse, au moins je la fais dès le début. Michael Jordan, sa légende. Alors attention, l'émission ne sera pas une rétrospective de sa carrière tout en entière. On va essayer d'être assez complet, mine de rien. Mais on a essayé de choisir un angle pour cette émission. On voulait revenir sur l'héritage laissé par MJ et sa majesté. On pensait déjà depuis un petit moment à enregistrer cette émission. Et voilà, le reportage Netflix était une superbe occasion pour le faire. Alors, on va parler de ses 17 ans de carrière. Ça fait 17 ans que sa carrière est terminée, une vingtaine d'années de carrière. Ses deux retraites aussi. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce que Michael Jordan a laissé, comment il est perçu de nos jours dans la NBA, comment nous-mêmes, en tant que fans, on le perçoit en 2020 dès maintenant. On va parler de son attitude, on va parler de sa mentalité, on va aussi parler de son jeu, on va forcément parler de sa marque aussi, monsieur qui est un homme d'affaires maintenant. Beaucoup de choses à dire pour cette émission et je ne suis pas tout seul pour la faire encore une fois. Alors c'est une équipe un petit peu remaniée ce soir pour cette émission spéciale forcément. Je vais commencer avec notre sixième homme qui est devenu titulaire depuis quelques émissions maintenant. Thomas, comment ça va? Ça va très bien et vous? Eh ben, très bien aussi, ça fait plaisir de te retrouver encore une fois pour cette émission. Le confinement se passe bien? Ouais, nickel, hein, nickel. Moi, ça me dérange pas, je vis bien. Eh ben, tant mieux, on va parler basket ce soir, justement, ça fait du bien aussi. Vous l'avez découvert dans les dernières émissions aussi. Là, il revient encore une fois pour cette émission spéciale MJ. Antoine, Tonio, ça te va comme surnom? Ça va, très bien. Même s'il n'y a pas l'autre Antoine, on peut m'appeler Tonio, pas de souci. Allez, Ça va parfait. très bien. Ça fait plaisir aussi de te retrouver pour cette émission. Et puis, on a un invité exceptionnel. J'adore dire invité exceptionnel quand on a des invités. Sébastien Ferreira qui était déjà passé dans l'émission et qui revient pour le coup. Seb, comment ça Ouais, va? tout à fait. Ça va très bien. Et toi, Yunim? Eh ben, très bien aussi. Je suis très, 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 très content de faire cette émission. Depuis Moi qu'on aussi. l'a annoncé, je suis très excité. Je vais pas Je trop suis vous ravi que vous m'ayez invité. Donc, ça me fait très plaisir de parler d'un bon joueur en plus, d'un bon joueur de basket. Ouais, C'est toujours sympa. on peut le dire, hein. Je rappelle, tu fais aussi des vidéos journalistes et tu fais aussi Ouais, des vidéos sur YouTube. Du coup, je rappelle, il y a une vidéo là sur le top 6 des victoires de trash talking de Michael Jordan qui est encore dispo c'est sur ta ça. chaîne. Et C'est ça, ouais. une autre vidéo sur les secrets du plus grand shot de Michael Jordan, The Shot, finalement. C'est ça, ouais. Un de ses plus grands moments de sa carrière dont on va sûrement parler tout à l'heure. Je pense aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne aussi pour vous plonger dans l'atmosphère de Michael, hein, finalement, et de retrouver ces grands moments de sa carrière. Nous, on va lancer cette émission, les gars. On a divisé cette émission spéciale Michael Jordan en deux parties. On va essayer de comprendre son héritage sportif dans un premier temps. On reviendra un petit peu après sur l'héritage culturel, on va dire, sur la mentalité et tout ce qu'il a pu laisser de ce côté-là. On va commencer, les gars, si vous le voulez bien, par le côté sportif. On est parti tout de suite pour cette émission spéciale Michael Jordan dans Time Out. Jordan with the drive and the reverse. Michael Jordan. This is a great move by Michael Jordan. Great reverse underneath the basket. Great suspension. Great touch. Pour vous expliquer un petit peu, du coup, on a divisé donc cette cette émission en deux parties. Très rapidement, pour ceux qui découvrent Michael avec cette émission ou qui ne connaissent pas forcément le grand joueur qui était Michael Jordan, rapidement,
Donc, c'est un arrière drafté en 1984 qui a fait ses classes à l'université de North Carolina. Drafté donc en 84 par les Chicago Bulls, il aura fait pratiquement toute sa carrière là-bas. Drafté en 3e position, ça aussi c'est important dans l'histoire de Michael Jordan, derrière Hakeem Olajuwon et Sam Bowie. Ça fait partie aussi de la légende de MJ. Donc, il a fait l'essentiel de sa carrière aux Bulls. Il a pris une première retraite. Il est revenu à Chicago. Il a pris une 2e retraite. Il est revenu cette fois-ci à Washington. On ne va pas trop en parler parce que ça ne fait pas forcément plaisir aux fans de basket ni Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. aux fans de MJ. Donc, on n'en parlera pas trop et on va essayer d'oublier cette période-là. Et il est retraité depuis 2003. Ça, c'est Michael Jordan. Ma première question, les gars, pour comprendre un petit peu l'héritage sportif qu'a laissé MJ, donc comme je vous le disais, drafté aux Bulls. La première question, les gars, avant Michael Jordan, les Bulls, c'est quoi? Écoute, si je peux commencer, les Bulls avant Michael Jordan, c'est pas grand-chose finalement. Et c'est lui qui a mis cette franchise sur le devant de la scène. Alors, juste, il y a eu 5 années plutôt bonnes, plutôt même très bonnes entre 70 et 75 avec Chet Walker notamment, qui était le meilleur joueur de l'équipe, et l'entraîneur Dick Motta. Ça avait fait 3 demi-finales de conférence, 2 finales de conférence. Et après, il y a eu un gouffre d'une décennie, quasiment de 9 saisons avant qu'il arrive. Et de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, il a été drafté en 3e position. On n'a pas le 3e choix de la draft si on est une bonne équipe. Donc, c'était vraiment triste. Et c'est lui qui, dès le début, a remis cette franchise sur le devant de la scène en NBA. On sait, hein, les Bulls dans les années 70, c'est pas incroyable. Alors, la franchise est créée en 1966, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que pendant toutes ces années-là, c'est pas la folie. Alors, il y a des grands joueurs qui ont marqué cette franchise. Je pense à Jeremy Sloan, par exemple, à Artis Gilmore aussi, qui était dans cette franchise. Mais on est d'accord, les Bulls, avant Michael, c'est pas une grande franchise de la NBA, loin de là. Non, ils sont pas du tout sur la carte de la NBA et du basket. C'est pas grand-chose. C'est une petite franchise, voilà, qui est là, mais qui a jamais vraiment prétendu au titre, jamais fait même pas une finale de conférence. Donc non, c'est pas grand-chose et ça explose vraiment que lorsque Michael Jordan arrive. Et on le verra dans la partie avec ses records et avec ses stats. Parlons un petit peu du jeu de Michael Jordan. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le style de jeu qu'avait MJ? Pourquoi ce joueur-là est reconnu comme l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur de basket de tous les temps via son jeu? Thomas, par exemple, qu'est-ce que tu peux me dire sur le jeu de MJ pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu jouer? Parce que c'est vrai qu'on est des bébés comparé à MJ qui a une 50aine d'années maintenant. On ne l'a pas forcément vu jouer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, toi, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le style de MJ? Moi, d'un point de vue personnel, avec ce que j'ai vu et ce que je vois maintenant du basket, je pense que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné sur un parquet. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de débat là-dessus. Quand tu le vois évoluer sur le terrain, en fait, il a toute la panoplie du basketteur parfait, je trouve. Il y a la défense qui va avec, il y a le shoot, il y a la détente, le fait qu'il puisse s'adapter à tout ce qu'il voit, à toutes les défenses qu'il voit. Il faisait pratiquement toujours les bons choix. Donc, c'était toujours fluide, c'était tout en contrôle. Donc, pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné et que j'ai vu évoluer sur un parquet. Ouais. Et voilà. Et il y a toujours cette forme de classe, en fait. Cette forme de classe qui moi, me subjugue, on va dire. C'est vrai. Il y a un mélange chez Jordan de puissance et en même temps de grâce. C'est un joueur qui est magnifique à regarder jouer dans sa manière de marquer près du cercle, dans ses dunks, dans ses doubles pas. Et puis en même temps, il a ce côté furieux en attaque comme en défense. C'est un joueur qui est extrêmement efficace. En plus, quand on regarde ses pourcentages au tir ou même au lancer franc ou à 3 points, il brille un petit peu moins à ce niveau-là, mais avec le nombre de tirs qu'il prend, il a une efficacité qui est absolument hallucinante, quoi. Quand on le compare à d'autres joueurs, parfois c'est un peu le truc qui ressort, c'est que Jordan il est extrêmement efficace, qu'il est clutch comme pas possible.
Donc il y a vraiment ce côté, il est juste indéfendable en attaque et il adore les quatrièmes cartons. Alors qu'il n'était pas connu spécialement pour son shoot de base, c'était pas un très grand shooter. Quand il est arrivé, il a su travailler cet aspect-là de son jeu pour devenir le joueur très très efficace qu'il est devenu et qui fait partie des meilleurs scoreurs de l'histoire. Toi, Tonio, tu retiendrais quoi du jeu de Michael? Ouais, c'est ce que Seb et Thomas ont déjà un peu évoqué. Moi, c'est surtout ce qui me marque et ce qui me frappe dans sa carrière, dans le joueur qu'il était, c'est sa défense. Et c'est un truc qui n'est pas unique à Michael Jordan, qui est d'ailleurs pas unique au basket. Tous les plus grands athlètes de sport collectif, s'ils sont grands, c'est parce qu'ils savent un peu tout faire. Messi, au foot, c'est pareil. Tu le mets en 9, c'est le meilleur buteur. Tu le mets en 10, c'est le meilleur passeur. Tu le mets ailier, il dribble tout le monde. Michael Jordan, c'était un peu ça. En attaque, c'est pour moi le meilleur scoreur pur que la NBA n'ait jamais vu, devant LeBron, devant Karim Abdul-Jabbar, devant Will Chamberlain. Il avait une panoplie à son arc pour pouvoir marquer, que ce soit en tir extérieur, que ce soit à l'intérieur en pénétration. Seb, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la force et la grâce, la puissance pour pouvoir pénétrer, la grâce ensuite pour pouvoir terminer. Et puis surtout la défense, comme je le disais, c'était un défenseur absolument hors pair sur le périmètre. Dès qu'il se mettait en tête de garder quelqu'un, ben, en général, ça passait pas beaucoup. C'était synonyme de mauvaise nuit pour l'adversaire. C'est ce mélange des deux qui fait que Michael Jordan est le plus grand joueur de tous les temps. Il Et y a, ouais, il y a- là, il y a- il y a aussi le côté dont on va parler. il y a le côté se réinventer aussi, c'est-à-dire dans la deuxième partie de sa carrière, après sa première retraite, où il développe vraiment son tir en fadeaway, qu'il avait peut-être déjà, mais qu'il a vraiment très en évidence entre 96 et 98. Et à ce moment-là, c'est devenu une arme absolument hallucinante qui a inspiré beaucoup de joueurs, dont Kobe Bryant. Et c'est vraiment ce côté Jordan, en fait, tu peux pas vraiment l'arrêter parce qu'il trouvera toujours un moyen de marquer. Il peut marquer à mi-distance à 3 points, il peut se créer son propre tir comme quasiment personne dans le basket. Il peut marquer au poste. Donc il y a vraiment ce côté, comme Thomas l'avait dit, où il sait un peu tout faire, quoi. Puis c'est aussi, on n'en parle jamais, mais c'est aussi un passeur, un excellent passeur. Il a un sens du jeu incroyable, demi-terrain, contre-attaque, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Carrément. Ce que je retiendrai personnellement, ce que je retiens surtout de MJ, ce qui m'impressionnait quand je regardais les vidéos de lui, c'est son hang time, le temps qui reste en l'air, incroyable. Tu as l'impression il a le temps de tout faire en fait quand il est en l'air, de regarder le public, de changer de main 3 fois. C'est incroyable et c'est vraiment, je pense, qui m'a le plus marqué personnellement, en tout cas dans son jeu, c'est vraiment ce côté-là. On l'a vu même quand il était euh, c'était en 88, du coup le Slam Dunk Contest là, contre Drexler, où il prend des dunks de ouf et il part de tellement loin, il reste en l'air tellement longtemps et en fait quand tu regardes la vidéo tu te dis mais c'est truqué, c'est pas possible, c'est ralenti, je sais pas, tu vois, il est en l'air beaucoup trop longtemps et je sais pas comment expliquer ce côté-là mystique qu'il avait sur le jeu. Tu t'es subjugué en fait, comme disait Thomas, c'est incroyable. Il y a aussi une action qui symbolise bien ça pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est lors des finales 91 face aux Lakers, où il attaque le cercle, il va pour dunker main droite, il attrape le ballon à une seule main, il va pour le dunker, et en fait, pendant qu'il est en l'air, il change de main et il finit avec un double pas, enfin avec un lay-up main gauche extrêmement gracieux. Et il y a vraiment on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il peut finir comme il veut, il peut rester 3 heures en l'air. Et donc, Michael Jordan, c'est ça, quoi. Ouais, c'est pareil. Pardon. Non, vas-y, Antoine. Non, j'allais dire, juste recouper ce que Yoni Messam viennent de dire. C'est une de ses qualités, et pour moi, sa qualité première, la base de son jeu, c'est que c'était un athlète hors pair. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'était à fond. Au niveau vitesse, c'était quasiment le plus rapide sur le parquet à chaque fois. Il sautait très haut, il était très fort. Et dans la NBA dans laquelle il est arrivé à l'époque, il faut se souvenir que c'était une NBA complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui, qui était surtout dominée par les gros, par les joueurs intérieurs. Et il arrivait à se frayer un chemin. Bon, ça a mis un peu de temps, année après année. On va sûrement y revenir avec les affrontements contre les Pistons notamment, où il a pris en tête de se muscler physiquement. Mais c'était vraiment ça, c'était un athlète exceptionnel. Et c'est ça qui était la base de son jeu. Il y en a qui disaient, si tu hésites à te mettre devant Michael Jordan, tu finis écrasé.
C'est véritablement ça. Juste avant de te lancer, Tonio, sur les records et le palmarès effrayant qu'avait MJ, un petit point vite fait sur l'héritage aussi qu'il a laissé au jeu. Lui et Phil Jackson aussi, l'attaque en triangle, finalement, c'est quelque chose qui est rentré dans la légende du basket et qui a été popularisé par Michael Jordan. Est-ce que quelqu'un veut en parler de ce système, au final, mis en place qui a été popularisé en tout cas par Phil Jackson et Michael Jordan? Est-ce que quelqu'un Ouais, veut parler de ça? On sait que c'est un truc légendaire au celui final. qu'il faut féliciter pour ça, c'est notamment Phil Jackson est le premier à le dire, c'est Tex Clinter, qui était justement l'inventeur en fait un peu de l'attaque en triangle et qui était dans le coaching staff de Phil Jackson et qui organisait l'attaque en triangle, qui a proposé cette idée à Phil Jackson et Phil Jackson l'a totalement adopté. Et ouais, l'attaque en triangle, bah, c'est ce qui a fait que les Bulls et ensuite les Lakers avec Kobe et Shaq ont dominé la NBA pendant autant d'années. Ouais, carrément. Bah, ça fait partie de l'héritage qu'il a, enfin, un des héritages en tout cas qu'il a laissé au jeu, en tout cas qu'il a aussi aidé à populariser. En tout cas, on va parler bien évidemment et on ne peut pas passer à côté de ça du palmarès énorme qu'a Michael Jordan. On va parler forcément des records qu'il a. Il en a à l'appel. On ne se rend pas bien compte, c'est vrai que nous maintenant en tant que fans, on sait qu'il a des records incroyables, mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas tous forcément et des fois on en oublie. Mais Michael, c'est une armoire à trophées incroyable. Tonio, je sais que tu avais préparé un petit peu justement pour ça. On vous a mis aussi un visuel sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous écoutez l'émission en podcast. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube pour voir les visuels qu'a préparé Flavien justement sur ce palmarès incroyable. Tonio, je te laisse la parole là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce palmarès effrayant au final? Mais à commencer par le plus important, forcément, c'est les titres de champion. Alors, c'est 6 fois champion et 3 fois d'affilée. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel pour le signaler. Donc 91, 92, 93. Ensuite, une petite pause, 96, 97, 98. Et à chaque fois, 6 fois MVP des finales. Donc ça, c'est exceptionnel. Tout simplement. 6 fois MVP, ouais, 6 fois MVP des finales, 6 victoires en finale, sans jamais que les finales aillent au match 7. Donc, sans jamais finalement laisser un espoir à l'adversaire qui est censé être la deuxième meilleure équipe du monde. 5 fois aussi MVP de la saison régulière. Quelques fois où il a injustement, à mon humble avis, été ignoré, où il aurait dû gagner un ou deux supplémentaires. 14 fois élu au All-Star Game, sélectionné pour le All-Star Game. 10 fois meilleur marqueur de la saison, 3 fois meilleur intercepteur. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur sa défense. 3 fois MVP du All-Star Game. Il a aussi fait le Slam Dunk Contest qu'il a gagné 2 fois. All-NBA Team 11 fois. Il a été défenseur de l'année aussi en 1988. 9 fois dans les équipes défensives de l'année. Et puis après, bien sûr, c'est tous les records qu'il laisse derrière lui, même s'il a finalement eu une carrière, on va dire, courte par rapport par exemple à LeBron James, à Kareem Abdul-Jabbar, à Tim Duncan avec ses 2 retraites. Et malgré tout ça, c'est plus de 32 000 points en carrière, 5e au classement de tous les temps. Le match légendaire dont on va parler tout à l'heure, 63 points, c'est contre les Boston Celtics, c'est un record en playoff. 30,12 points de moyenne par match, juste au-dessus de Will Chamberlain qui était à 30,1. C'est aussi un record. 69 points par match, record de sa franchise des Chicago Bulls. Record de saison à plus de 30 points par match, meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur intercepteur de l'histoire des Chicago Bulls. C'est absolument hors norme, tout ce qu'il a fait Et encore, on vous a mis du coup qu'une petite partie, entre guillemets, de tous les records que possède MJ. C'est incroyable. Enfin, j'ai même pas les mots au final. C'est vraiment quelque chose qui, on le sait, hein, qui dépasse juste ce sport. Enfin, il est vraiment rentré dans la légende de ce sport-là, véritablement, avec tous ces records, son palmarès. Tu l'as dit, 6 fois champion, dont 3 fois d'affilée. On est sur une petite perche assez incroyable, mine de rien. Et un petit titre universitaire aussi qui manque, juste pour sublimer le tout. Histoire de... Avec un shoot de la gagne en plus. Donc. Voilà. C'est ça, c'est aussi, on va peut-être pas mentionné dans son jeu aussi, mais Michael, c'était un joueur clutch aussi, qui était capable,
voilà, dans les moments chauds, de faire preuve de sang-froid, justement. Ça, je ne sais pas s'il y a des stats, il doit y en avoir, mais c'est peut-être l'un des joueurs qui a mis le plus de game winner dans l'histoire du basket, quoi. Et il y avait un peu cette caricature que racontaient certains membres des Chicago Bulls, c'est que pendant 3 quarts temps, il y a l'attaque en triangle, et 4e quart temps, donnez la balle à Jordan et écartez-vous, quoi. Et c'était souvent vraiment ce côté-là. Il y a plein d'anecdotes de joueurs qui racontent que Jordan, au début, dans le match, il n'était pas trop là, et qu'en plus, les adversaires, ils avaient la mauvaise idée de le chauffer un peu, de lui dire bah alors, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et en fait, il met 20 points dans le dernier quart et il tue le match, quoi. Et ouais, ultra clutch. Il y a The Shot en 1989 contre Cleveland. Il y a en 97, il met un buzzer beater lors du premier match des finales contre le Jazz. 98, le dernier shoot de sa carrière, de sa carrière avec les Bulls, donc, qui est mythique. La clutchitude, c'est Michael Jordan, quoi. Et puis c'est marrant de voir que justement, il y a tous ces noms qui ont été attribués à ces performances de ouf entre The Shot, le Strug Game, le Flu Game, tous ces matchs-là qui sont rentrés du coup dans la légende de Michael. Au final, c'est assez marrant de voir que on lui rentre dans la postérité avec ses performances et du coup on est obligé de trouver un nom pour ces matchs-là ou pour ses perfs à lui. C'est assez incroyable. Carrément. Ben, c'est aussi ce dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, c'est qu'il a changé la manière dont on parle du basket. Associer un nom ou un surnom à un match d'une grande performance, ça, c'est venu avec Jordan. Ces moments mythiques en playoff qu'on retient, qu'on pense à des finales, à des affrontements en playoff. On a tout de suite l'image, tu parlais du changement de main en plein dunk contre les Lakers, c'était en finale 91, on retient, on associe ça direct. Le match contre Portland, le Shrug Game, le shot contre Craig Hilo, il y en a encore plein, j'en passe. Mais ça, c'est une manière dont on ne pensait pas forcément le basket avant Michael Jordan. Et voilà, c'est le GOAT, quoi. C'est la chèvre en français, écoute. Avant de parler, si vous voulez bien, les gars, des joueurs qui se sont inspirés, il y en a à l'appel. On va les mentionner un petit peu et même voilà, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe là-dessus sur les joueurs qu'il a pu inspirer. J'ai pas d'autres mots. Parlons, on est obligé de revenir aussi là-dessus sur la Dream Team de 92. Ça fait un petit moment que Michael est en NBA maintenant. Il s'est construit petit à petit la réputation de meilleur joueur de la Ligue et voire de tous les temps. Et arrive la Dream Team de 92 et ça aussi, ça a favorisé pour le monde entier. C'était l'explosion de la NBA aussi à ce moment-là aux yeux du monde. Cette Dream Team de 92 qui est rentrée dans la légende du basket et au final dans la légende du sport d'un point de vue général. Thomas, toi, cette Dream Team de 92, bon, tu l'as peut-être pas vu jouer du coup, mais tu en as forcément entendu parler. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, est-ce que ça t'a véritablement marqué? Qu'est-ce que tu retiendrais de cette épopée en 92 pour les Jeux Olympiques à Barcelone? Je pense que personne avait déjà vu une concentration de talent au centimètre carré aussi impressionnante. Et de là jusqu'au coach, parce que le coach c'était Chuck Daly, donc on connaît. Il y avait PJ Carlesimo et il y avait Mike Krzyzewski aussi. Donc voilà, et l'équipe elle était vraiment vraiment très très forte et pour eux les JO c'était limite de l'amusement, quoi, je pense. Après je pense qu'ils ont tous pris ça au sérieux, mais voilà, quoi, les voir évoluer c'était un plaisir parce que bien sûr j'étais pas assisté à ça en 92, mais on a tous vu des vidéos et des matchs, je pense. Donc ouais, très très grosse équipe, je pense la plus forte que les États-Unis ont mis sur une compétition internationale. Et du coup, ça a participé à la légende de Michael au final. Ouais, pour l'anecdote, effectivement, ils sont baladés, ils n'ont pas pris un seul temps mort sur toute la compétition, tellement c'était facile pour eux. Et il y a un truc aussi qui est très marquant, il y a une histoire assez exceptionnelle avec la Dream Team, c'est avant le début des Jeux Olympiques, ils vont à Monaco, un peu en préparation et tout, ils travaillent un peu la cohésion de groupe, tout ça. Et il y a un match d'entraînement qui est un peu le plus grand match de l'histoire que personne n'a vu, où c'est 5 Hall of Famers contre 5 Hall of Famers.
chacun fait son équipe. C'était Jordan contre Magic. Et les mecs racontent que ce match, ça les a marqués tous à vie. Et c'était vraiment le côté les 10 meilleurs joueurs du monde, quoi. Voire potentiellement 10 je sais pas, des 20 ou des 30 meilleurs joueurs de l'histoire, quoi. C'est vraiment une équipe absolument légendaire qui a changé la face du basket et qui a influencé tellement de monde. Il y a tellement de basketteurs ensuite qui se sont mis au basket parce qu'ils ont vu la Dream Team. C'est ça. On vous a mis l'effectif de la Dream Team dans les visuels. Bon, je vous passe les détails, mais c'est vrai que il y a que des. Enfin, c'est incroyable la concentration. Tu l'as dit à Thomas, au centimètre carré de stars de Hall of Famer. Oui, Thomas. J'ai juste un petit regret, moi, c'est de ne pas avoir vu Shaq dans cette équipe parce qu'ils ont préféré prendre Christian Laettner. Bon, c'est un choix, vu la carrière universitaire de Christian Laettner, ça se comprend. Mais le petit regret, c'est de ne pas avoir vu Shaq dedans. Et juste aussi, pour info, le plus petit écart qu'ils ont enregistré dans la compétition, c'est 32 points en finale contre la Croatie. Ouais, c'est assez ouf. Ce qui est intéressant aussi dans cette équipe, je disais ça, l'équipe a fait un hors-série sur Jordan, justement. Il retraçait un petit peu toute sa carrière. Et ce qui est intéressant, il montrait comment Jordan, comment il était arrivé à se forger ce caractère-là de champion, de winner. Et que il y a beaucoup de ses adversaires au début qui le détestaient, forcément. Et des mecs comme Magic, qui étaient avec lui dans la Dream Team, étaient au final un de ses plus grands rivaux. Et il y a pas mal d'histoires, d'anecdotes, etc. sur les premières rencontres entre Jordan et Magic, les affrontements qu'ils ont eu ensemble. Et il disait, par exemple, dans l'article que je lisais, que Michael ne voulait pas de Isaiah Thomas dans cette Dream Team des États-Unis, au final, parce qu'il le détestait, tout simplement. Il s'aimait pas vraiment. Et Tu m'étonnes qu'il les déteste. L'histoire fait que. Et du coup, il ne le voulait pas dans cette équipe. Et on se rend compte que Michael a dit, moi, je ne viens que si lui ne vient pas. Et ça montrait le poids qu'il avait aussi sur le plan sportif. Je ne pouvais pas te passer de lui. Et sur le plan mental, où il domine quand même ses adversaires, ses dirigeants, même ses coéquipiers en théorie en équipe nationale. C'est assez ouf de dire ça. Et justement, je pense que cette année 92, finalement, elle est assez charnière. Il sortait de son deuxième titre NBA, mais Michael Jordan, c'est quelqu'un qui est, malgré tout son succès à l'université et puis même au début de sa carrière, qui n'a jamais voulu écraser la domination culturelle du sport sur son chemin. C'est-à-dire qu'il a toujours payé du respect à ses aînés. Quand il arrive en NBA, il n'a pas voulu faire de l'ombre à Larry Bird, à Mike Johnson. Il a dit, moi, je vais gagner mes faits d'armes sur le parquet en gagnant. Et 92, c'est vraiment l'année charnière où il y a un passage de témoin entre Bird, Magic et Michael Jordan. Seb parlait tout à l'heure de l'affrontement légendaire, où finalement, à l'entraînement à Monaco, où finalement, c'est là que Michael Jordan dit les gars, c'est mon tour. C'est moi le meilleur joueur du monde, même s'il l'était depuis 2 ou 3 ans. C'est vraiment pendant ces Jeux Olympiques où il n'était pas forcément le meilleur joueur du tournoi. C'est plutôt Charles Barkley qui a porté cette équipe américaine. Mais au sortir de ces Jeux, toutes les stars des États-Unis et donc de la NBA étaient d'accord pour dire que le patron, c'était Michael Jordan. On a parlé de cette Dream Team. Sur le jeu aussi, on va, pour terminer cette partie un petit peu sportive, revenons là-dessus. Forcément, sur le côté, les joueurs qui ont pu s'inspirer, je ne sais pas si vous avez pu chercher un petit peu, regarder, voir comment ça se passait pour les joueurs. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu en off. Il y a notre génération de joueurs NBA, en tout cas nous, s'inspire très globalement de Kobe Bryant et cite souvent Kobe en tant que joueur préféré, en tant que modèle. La génération un petit peu avant, celle de Tony Parker, tu le disais ça tout à l'heure en off, de Dirk Nowitzki aussi, s'inspire de Michael au final. Ouais, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'un joueur comme Dirk Nowitzki, il dit mon joueur préféré, moi, c'était Michael Jordan. Quand regardez jouer Dirk Nowitzki, vous n'aurez pas l'impression de pouvoir jouer Michael Jordan. Vous n'avez pas l'impression qu'il adopte son style de jeu ou quoi, au contraire. Et pourtant, même des joueurs comme ça, même un grand blond venu d'Allemagne, son joueur préféré, c'est Michael Jordan. Donc imaginez aux États-Unis ou ailleurs, c'est vraiment le joueur de tout le monde. Et c'est Tony Parker aussi qui l'avait raconté, que son numéro 9 aux Spurs, il le porte parce que Michael Jordan avait le numéro 9 avec la Dream Team. Donc son influence sur le basket, elle est hallucinante. Après, dans le style de jeu pur,
ben, c'est compliqué de copier Michael Jordan parce que, en fait, si tu le copies, bah, faut être aussi bon, quoi. Parce que si t'es pas bon, que tu rentres pas tes tirs, on va te dire, mais non, t'es pas bon, arrête de faire Michael Jordan, justement. À part si t'es Kobe Bryant, par exemple, bah, là, tu peux te permettre parce que t'as le talent, quoi. Mais Est-ce son que influence après sur le jeu, ouais. là, justement, les joueurs qui se sont le plus inspirés, il y en a beaucoup qui vont citer, du coup, tu disais Kobe. Est-ce que la comparaison Kobe-Michael, ça vous semble pertinent ou pas? Thomas, toi, tu réagis comment si on te dit Kobe Bryant, Michael Jordan? Bah, moi, je réagis positivement. Hein. C'est pour moi, Kobe, il s'est bien sûr inspiré de Jordan et ça se voit quand tu le vois jouer, rien que la manière dont il prend son feu de ouais, ou même dans la mentalité. En fait, je trouve que c'est des deux personnes qui ont un peu cette même mentalité où c'est le travail qui paye et voilà. Donc moi, je réagis positivement. Après, si à l'heure actuelle on me demande de choisir un joueur qui pour moi serait inspiré on va dire de Jordan et Kobe parce que voilà, c'est une question de génération. Je retirais des noms comme DeMar DeRozan ou Devin Booker, par exemple. Je lisais beaucoup, il y a pas mal de comparaisons qui sont sorties là-dessus. Doc Rivers le disait, le coach des Clippers, avec du coup l'arrivée de Kawhi Leonard. Stephen Smith aussi le disait il n'y a pas longtemps en interview. Il disait que le joueur là qui se rapprochait le plus, sans être l'égal de Jordan, loin de là, mais qui se rapprochait le plus de son style de polyvalence attaque-défense et de clutchitude, etc. C'était Kawhi Leonard. Ouais. Qu'est-ce que ça vous semble pertinent aussi là, cette comparaison? Ça se tient aussi. Ou pas? Ouais, ça se tient carrément, hein, mais pour moi aussi, ça se tient carrément. J'ai pas pensé directement, mais c'est vrai que quand on y repensant maintenant, quand tu vois évoluer Kawhi, ça te rappelle un peu Jordan, parce que c'est aussi, c'est aussi très complet, ça s'adapte très bien, ça prend beaucoup de tirs à mi-distance, des shoots difficiles qu'il rentre, c'est aussi très fluide, très gracieux. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Ouais, moi, il y a un moment de la saison dernière où justement j'ai eu cette comparaison, ce flash dans ma tête. C'est le match 5 des finales Toronto Warriors, donc à Toronto, où les Raptors ont failli l'emporter parce que Kawhi avait mis, je crois, il a enchaîné 3 paniers consécutifs en l'espace d'1 minute 30. Et il avait le maillot sorti du short. Il tenait le ballon à une main. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, putain, c'est Michael, quoi. Et il a failli tuer les Warriors comme ça tout seul. Jusqu'à présent, il n'avait pas fait un match énorme. Que les Warriors, c'était le match où Kevin Durant avait tenté son retour avant de se blesser. Et les Warriors s'accrochaient. Et c'était un peu l'orgueil du champion. Il ne se laissait pas faire. Et puis, en l'espace d'1 minute 30, Kawhi Leonard s'est transformé en Michael Jordan, en tout cas pour moi, à mes yeux. Maillot sorti du short, un peu je m'en foutise, je prends le ballon à une main, boum, 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 et il a failli tuer les Warriors. Et pour moi, ouais, la comparaison se tient. Ouais, et puis il y a aussi cette manière, je trouve, en fait, de t'emmener là où il veut t'emmener, en fait, dans son spot, dans son endroit favori, là où il sait que c'est automatique, que le shoot va rentrer. On le sait, on ne parlera pas forcément de ça et on va assez vite enchaîner sur la deuxième partie. On n'est pas non plus, pour ceux qui s'attendent dans cette émission, à ce qu'on compare Michael Jordan à, par exemple, LeBron James et qu'on tente de savoir qui est le meilleur. On ne rentrera pas dans ce débat, loin de là. Effectivement, sur le plan carrière et le plan record, etc., LeBron s'en rapproche le plus dans les titres qu'il peut avoir, dans les records qu'il peut aller chercher de meilleurs marqueurs, de meilleurs rebondeurs, scoreurs, passeurs, etc., dans la polyvalence qu'il a dans le jeu. Et on ne rentrera pas nécessairement dans le débat qui est le meilleur joueur. On vous laisse vous faire votre avis, bien évidemment. Voilà, ça c'est dit au moins. Il faudrait 2 jours d'émission pour débattre. Ouais, et puis au final, on ne serait pas forcément d'accord. C'est toujours compliqué en plus ce débat de qui est le meilleur. Les gars, si vous le voulez bien, on va enchaîner. On a parlé de tout cet aspect sportif. Il y a beaucoup de choses qu'on a rapidement évoquées. Désolé, hein, on essaie de faire au mieux pour que cette émission dure 1 heure comme on s'est promis. On va, les gars, si vous le voulez bien, enchaîner sur la partie, on va dire, culturelle, l'héritage spirituel qu'il a pu laisser dans la deuxième partie de l'émission qu'on lance tout de suite. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot.
and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Et on est de retour pour cette deuxième partie d'émission sur Michael Jordan et l'héritage qu'il a laissé à la NBA et d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue culturel. On va parler dans cette deuxième partie de tout cet aspect spirituel, on va dire. On parlait des fois de la mentalité de Kobe Bryant. Là, on va essayer de voir un petit peu ce qu'a pu laisser en héritage cette fois-ci Michael Jordan. La première question que je vous posais en début d'émission sur les Bulls, notamment avant MJ, les Bulls, qu'est-ce que c'était? Là, j'ai envie de vous poser la question aussi sur la ville de Chicago. Chicago, avant Michael Jordan, qu'est-ce que c'était, les gars? La petite sœur de New York. C'est-à-dire une ville qui est censée bouger, qui est censée être dynamique, un peu comme New York, mais dont on ne parlait pas forcément, qu'on ne connaissait pas forcément. Et d'ailleurs, dans le documentaire de Netflix, Netflix et ESPN dont on va parler un peu tout à l'heure, ils y reviennent un peu rapidement au début du premier épisode où les Chicago Bulls, même dans leur salle, au United Center, ils ne vendaient pas beaucoup de billets. Et c'est une équipe d'indoor soccer qui vendait plus de billets que les Chicago Bulls. C'est-à-dire pas de soccer, d'indoor soccer aux États-Unis dans les années 80. C'est pour dire. Ouais, c'était pas. On faisait la petite blague en off quand on en préparait l'émission. C'est vrai que les Chicago, avant, c'était assez connu pour le banditisme, on va dire, Al Capone, tout ça, le côté le côté dangereux des rues qu'il pouvait y avoir. Maintenant, c'est un peu une meilleure grâce à Mike, grâce aux sportifs aussi, hein, mais avec les Bulls, etc. C'est un petit peu une meilleure image. Bon, il y a toujours des problèmes là-bas, hein, mais c'est une meilleure image un petit peu, j'ai envie de vous dire. Ouais, ça leur a offert un rayonnement mondial. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément quelle est la ville de Chicago en elle-même, la situation sociale là-bas, tout ça, la situation économique et tout. Par contre, ils connaissent les Chicago Bulls. Et ils peuvent même associer l'image des Chicago Bulls et de Jordan à la ville de Chicago et se dire Chicago, ça doit être génial, ça doit être une ville fantastique. Enfin, très personnellement, moi, c'est un peu comme ça que je pensais quand j'étais petit, que je me disais, mais les Chicago Bulls, ça a l'air tellement cool. Le logo, il est culte, quoi. Tout le monde le connaît. C'est un des plus connus de la NBA, une des franchises les plus connues de la NBA au final. Alors qu'en plus, concrètement, c'est une franchise qui existe que sous Michael Jordan. Enfin, le reste du temps, après, il y a eu Derrick Rose, tout ça, c'était sympa. Mais sinon, les Bulls n'ont jamais été au top. Et juste avec ce laps de temps de 10-15 ans, ils ont été au sommet et c'était tellement la classe, quoi. Et tu fais bien de parler de cette marque un petit peu qui était les Bulls. Parce que voilà, les franchises NBA, c'est avant tout aussi des marques sur les casquettes, sur les maillots, qui étaient maintenant exportées un petit peu partout dans le monde. Des mecs qui connaissent rien au basket, qui portent des casquettes des Bulls, il y en a pléthore partout dans le monde. En parlant de marque, on est obligé, les gars, de revenir là-dessus. On a parlé du sportif, mais là, on est obligé de parler de la marque de Michael Jordan avec son association à Nike. On vous met d'ailleurs un visuel sur YouTube. 1984, le premier contrat entre Nike et MJ qui est signé, 2,5 millions de dollars à l'époque. MJ qui commence à porter en 85 ses premières chaussures, les Jordan 1 en l'occurrence. En 88, l'apparition du logo Jumpman. Il renégocie son contrat. Et puis depuis maintenant, on est sur un empire financier, on va dire, qui est la Jump, la marque Jump de Jordan. Ben, déjà, tout commence par le joueur qu'il était. Parce que sans Michael Jordan le joueur, il n'y a pas Michael Jordan la marque. Et c'est ça qui a un peu déjà convaincu Nike d'investir sur lui et qui a ensuite propulsé sa marque et son logo sur le devant de la scène. Alors d'abord, son logo aussi. Il faut dire ce qui est, le logo est cool. Il est beau à voir. Et puis, Michael Jordan, le joueur, était un joueur dont on pouvait s'inspirer. Parce qu'avant lui, on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout les big men qui dominaient la ligue. Donc, quand tu es un petit homme ou une petite femme lambda qui n'est pas imposant physiquement, il y a un peu du mal à s'identifier à tous ces joueurs qui font 2 mètres, 2 mètres 10 et plus encore. Michael Jordan est arrivé. Et là aussi, Seb en parlait tout à l'heure, il représentait un peu
la grâce, la finesse. Et là, tout de suite, tu es adolescent, tu as 10, 11, 12 ans, tu commences à jouer au basket, ben, tu as envie d'imiter ses shoots, tu as envie d'imiter ses dunks, tu as envie d'imiter ses layups. Et puis à Noël, tu demandes une paire de chaussures à tes parents et ainsi de suite. Et ça continue jusqu'à nos jours. Il a rendu sa marque cool. Alors que Michael Jordan lui-même, la personnalité n'est pas aussi cool que ça. On fait souvent des blagues sur la manière dont il s'habille avec ses jeans, on ne sait pas d'où il les sort. Mais sa marque est cool grâce au joueur qu'il était. C'est exceptionnel. Et on vous a mis une petite anecdote aussi sur les débuts de Michael et Nike, comment étaient signés ses contrats et le fait qu'il était voir Adidas bon, du coup, il y a des choses qui ont fait que ça ne s'est pas passé, qui s'est engagé avec Nike, qui, bon, bah, je pense, ne regrette pas du tout, ne regrette pas du tout ce choix. On sait qu'il y a une autre petite anecdote aussi quand il avait été voir Converse avant Adidas aussi. Et Converse, qui était une grande marque à l'époque, les joueurs l'utilisaient beaucoup, lui a fait, on va dire, une sale offre qu'il a refusée. Et du coup, il est parti voir Adidas, il est parti voir Nike. Et bah, maintenant, on est tous avec nos paires de Jordan au pied, que ce soit pour jouer au basket ou que ce soit pour même dans la vraie vie, tout simplement. C'est aussi ça la marque Jordan, c'est des chaussures qu'on peut mettre par tous les temps et par toutes les situations, j'ai envie de vous dire. Ouais, quasiment tout le monde maintenant met des baskets, même des adultes qui ont 40, 50 ans, qui ne connaissent peut-être rien du tout au basket ou à l'NBA, bah, ils peuvent tout à fait se retrouver avec des baskets au pied et parfois des Jordan, quoi. C'est un truc lifestyle qui est référencé dans le monde entier. L'héritage culturel, il est hallucinant, Jordan. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça dépasse totalement en fait, le cadre du basket, quoi. Le mec, il a rendu la marque tellement populaire et c'est quelqu'un qui est tellement populaire que tout ce qu'il fait, en fait, maintenant, ça dépasse totalement le cadre du basket. Carrément. Et bah, vous le savez sûrement, ceux qui regardent cette émission, avec le partenariat aussi avec le PSG, là, désormais. Voilà, il est sur une stratégie aussi de s'exporter un petit peu partout, pas que dans le basket, mais aussi dans les autres sports. L'équipe de France de basket qui a signé un contrat avec Jordan au final, qui porte des maillots de Jordan comme maillot officiel. Bon, c'est assez parlant sur l'empire et la domination qu'il a, en tout cas en dehors du simple terrain qu'il a maintenant sur le. C'est le sportif, c'est un des sportifs, je ne sais pas, j'ai plus le classement, mais je crois que c'est le sportif le retraité le mieux payé au monde encore actuellement. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce je ne sais même pas si c'est seulement grâce à lui ou grâce au génie marketing de Nike ou grâce à nous qui continuons d'acheter ses produits, mais sa marque perdure à travers le temps. Même aujourd'hui encore, il y a des joueurs NBA qui sont sponsorisés par Air Jordan. Une des raisons pour lesquelles ils vont vers Jordan, c'est parce qu'ils aiment la marque, parce qu'ils trouvent ça encore une fois cool, alors que beaucoup d'entre eux étaient tout gamins quand il a pris sa retraite. Et certains n'étaient même pas nés, quoi. Donc franchement, je n'ai pas vraiment d'explication pour expliquer le fait qu'ils soient encore sur le devant de la scène, alors que finalement, ils ne donnent pas d'interview, très peu. On est tous excités de voir ce documentaire Netflix ESPN parce que justement, il n'y a pas énormément d'accès à la carrière et à la personnalité de Michael Jordan. Et pourtant, aujourd'hui encore, il est au top, quoi. C'est exactement ce que je disais la dernière fois. C'est en préparant l'émission, je me suis rendu compte que pourquoi Michael était. Je cherchais à comprendre pourquoi il était aussi culte et parce qu'en fait, ce gars-là, il donne très peu il donne très peu d'interviews. Il est assez rare au final et ça participe à ce côté. Tu as envie de lui parler. C'est quelque chose de rare, d'exceptionnel qui restera toujours. Et même les journalistes, il y en a plein, des insiders qui, même maintenant du côté de Charlotte, qui ont du mal à accéder à lui. Il est assez, pas énigmatique, mais il est assez rare et ça participe, je pense, à ce côté culte qu'on peut avoir pour MJ désormais. Ouais, ce côté très mystérieux. Ouais. On ne sait pas tant de choses si on sait quand même pas mal de choses, mais lui-même, effectivement, il ne donne quasiment jamais d'interview. Hein. C'est Tony Parker qui en rigolait il n'y a pas longtemps. Quand M6 a fait un reportage sur la carrière de Tony Parker, ils l'ont suivi. Et ils ont pu, M6 a interviewé Michael Jordan. Alessandra Sublet a discuté avec Michael Jordan. Et Tony Parker, il a présenté en disant il s'exprime jamais, mais bon, là, pour moi, il accepte de faire une exception, quoi. Et c'est vraiment le côté exceptionnel. Quand Jordan parle,
c'est en une partout, quoi. Ouais, Tania. Je veux dire que d'ailleurs, ça lui a valu quelques reproches, notamment au niveau social, où là, on a LeBron James qui s'exprime beaucoup aujourd'hui, qui est la figure de proue de la NBA, et qui, dès qu'il y a un souci social aux États-Unis, bah, il n'hésite pas à prendre position. Quand c'est à l'étranger aussi, parfois à tort, comme il a fait avec la Chine et Hong Kong au début de la saison. Mais Michael Jordan, lui, ne prenait jamais position. Et il y a cette fameuse citation où il dit, on lui dit pourquoi tu ne prends pas position, et il répond, oui, en plaisantant à moitié, il dit que les républicains aussi achètent ses chaussures. Donc, histoire de protéger un peu sa marque et son image, il laisse les autres raconter sa légende pour lui. Et finalement, c'est ce qui rend aussi ce côté légendaire, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il les actes le font pour lui et les autres le font pour lui. Au final, il n'a pas besoin de trop s'étendre là-dessus. Et je pense que c'est aussi ça qui participe encore, même aujourd'hui, au mythe qu'est Michael Jordan dans la culture et au-delà du sport, tout simplement. Totalement. Je voudrais quand même revenir avec vous sur, on a parlé de sa carrière, on est obligé de revenir un petit peu là-dessus aussi, sur les départs à la retraite de Michael. On a parlé de ses titres, de ses 6 titres, ses 3 fois 2 titres. Il y a pas mal de moments avec des shots improbables, des game winners, on les a évoqués rapidement. Il a pris, Michael, aussi 2 fois, il a pris 3 retraites en soi. Il a fait 2 comebacks. Ça participe, on parlait d'héritage, ça participe aussi à l'héritage qu'il a laissé. Il a fait une première retraite pour jouer au baseball. C'est quand même un truc de ouf, hein, qu'un sportif professionnel, un basketteur comme ça, change de carrière tout à fait, et puis revienne encore. C'est quoi, vous, qui vous a marqué dans ces retraites? On vous met un petit visu là sur ces retraites-là, justement. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de le voir partir, puis de le voir revenir, de le voir partir et revenir, encore une fois? Qu'est-ce que ça vous fait, là, avec un peu de recul en y réfléchissant? Thomas, par exemple? Bah, moi, en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand il est allé à Washington, en fait. Parce que quand il revient à Chicago, bon, certes, il a eu cette période où il a joué au baseball, mais en fait, quand il est revenu à Washington, moi, je regardais déjà un peu le basket du fait de mon grand frère. Après, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais l'âge un peu et c'est les premières images que j'ai vues de lui, en fait, tu vois, quand il portait le mode Washington, et de faire ce qu'il fait à 38 et 39 ans. J'ai les stats devant moi. C'est impressionnant, quoi. Dans une équipe des Wizards qui est pas forte du tout, il a 22 points la première saison, 20 points la deuxième. Enfin, voilà, quoi, je pense que les chiffres parlent pour lui-même. On avait dit qu'on ne parlerait pas forcément de Washington, de Michael au Washington Wizards. Apparemment, ça n'a pas existé pour certains. Mais oui, non, tu as raison de le mentionner, c'est vrai. Pour moi, oui, parce que je dis, c'est les premières images que j'ai vues de lui, et c'est les premières choses qui m'ont marqué, en fait, du gars, quoi. Donc, après, c'est que mon point de vue personnel. Non, mais je rigole à moitié, parce que c'est vrai qu'au final, on sait tous, dans les débuts des années 2000, c'est un peu tous nos premières images qu'on peut avoir de basket, et c'est peut-être les premières images qu'on voit aussi véritablement de Michael, même si c'est un mec qui a bientôt la quarantaine, qui joue dans une équipe qui est un petit peu en difficulté. C'est toujours Michael Jordan au final. Ouais, et faire ce qu'il fait à cet âge-là contre les joueurs qu'il y avait en face, moi, je trouve ça complètement hallucinant, et ça laisse pas son entendement comme toute sa carrière. Seb, toi, ces départs à la retraite, c'est quelque chose, voilà, qui est indissociable de la carrière de Michael. Comment tu les as ressentis, toi? Ça rend aussi le personnage assez atypique, quoi. C'est que c'est pour beaucoup le plus grand joueur de basket de l'histoire, voire même le plus grand sportif tout court parfois. Et de voir comment sa carrière elle est faite au final, de se dire qu'il a pris sa retraite, il s'est éloigné, puis il revient, puis il gagne comme pas possible, et il dit je m'arrête là-dessus, puis il revient encore de manière un peu plus discrète. Donc c'est assez bizarre, mais c'est ce qui construit aussi sa légende, quoi. Le Heimbach en 1995, là, quand il revient. Le Heimbach, il est incroyable. Il revient en fin de saison, et il lui faut quoi, 2 ou 3 matchs pour mettre 50 points sur la tête des Knicks. 55, ouais. C'est au 7e match de son retour, et contre les Knicks, il met 55 points. Il est ovationné par le Madison Square Garden.
Un 55 points, c'est vrai incroyable. les perfs de James Harden, on ne se rend pas compte des fois que 55 points, c'est incroyable. Ça avait une autre valeur à l'époque. Mais Carrément. 50, ça avait une autre valeur à l'époque que maintenant. Mais moi, de toutes ces retraites, c'est finalement la première qui me choque le plus parce que forcément, c'est la plus surprenante. C'est quelque chose qui est finalement jamais vu dans l'histoire de la NBA, même, j'ai envie de dire, du sport professionnel. Le meilleur joueur du monde, au sommet de son art, qui s'en va? Après Qui s'en va alors qu'il... l'assassinat de son père, Exactement. qui a beaucoup joué là-dedans aussi. Exactement. Et bon, après, il y a aussi les théories du complot, les petites légendes qu'on raconte. Est-ce que c'est David Stern qui l'avait suspendu parce qu'il jouait trop et que ça mettait en danger, la marque de la NBA? Ça, finalement, on ne le saura jamais. Et finalement, l'histoire la plus crédible, c'est que le décès de son père l'est plus affecté. Mais un mec au sommet de son art, qui domine son sport à ce point, qui vient de remporter 3 titres d'affilée et qui dit bon, c'est bon, je m'arrête, ça rajoute encore une fois au côté mythique de ce personnage. J'arrive même pas à contextualiser ça pour nous aujourd'hui. C'est comme si Steph Curry, là, maintenant, disait non, j'arrête. Ou LeBron James, il y a 2 ou 3 ans, disait non, j'arrête. Et puis revenir. Un peu comme si le Shaq, en 2003, il avait dit, en 2002 plutôt, il avait dit bon, j'ai gagné 3 titres, 3 MVP des finales, je m'arrête là-dessus, je vais me reposer un peu et je reviendrai plus tard. Et puis le fait aussi de partir sur un autre sport, de prendre sa retraite, d'un côté c'est marquant, mais le fait aussi d'aller taper dans un autre sport, la liste des sportifs professionnels qui tentent un autre sport professionnel n'est pas si longue que ça. Et un mec aussi fort que ça qui se risque à un autre sport, bon, on est clairement dans quelque chose d'assez exceptionnel au final. Ouais, même s'il était En plutôt Ligue mauvais. mineure. Hein. Oui, En en Ligue mineure. Il a fait des matchs en Ligue mineure et il n'avait pas le niveau pour aller taper plus au-dessus. Mais en tout cas, il a quand même tenté l'aventure. Si je ne dis pas de bêtises, là où il signe, du coup, Birmingham. c'est ça, et qui appartenait aussi au propriétaire des Bulls à l'époque. Et du coup, bon, ça a fait la passerelle assez rapidement. Et il me semble que même il voulait faire cette carrière justement dans le baseball en hommage à son père qui était fan et qui l'espérait voir faire une carrière au baseball. Parlons, on est obligé aussi de mentionner ça. On a parlé il y a le documentaire Netflix là, qui est sorti. Netflix a récupéré aussi les droits il n'y a pas longtemps de Space Jam et qui diffuse la Space Jam sur Netflix. On est d'accord que ça a aussi participé, pour nous, en tout cas notre génération à nous, à la légende de Michael, ce dessin animé-là avec les Looney Tunes et toute la team là, des dessins animés. Bon, c'est dans la légende maintenant, Space Jam. 98, si je ne dis pas de bêtises, le film. Ça doit être par là, je crois. Ouais. Mais ouais, je ne sais pas du tout de sortie. Il est sorti en 96, il y a le visuel là qui est là. Il est sorti en 97 en France et en 96 aux États-Unis. Avec Michael Jordan et tout le. Il y a Barclays qui est dedans, il y a Muggsy Bogues aussi, il y a Patrick Ewing, Larry Bird, Larry Johnson. Enfin, bon, on est d'accord que ça a participé. Ouais, c'est culte, c'est complètement culte. Ouais. Alors que le film en lui-même n'est pas, n'est pas si exceptionnel que ça. Mais là encore, c'est Michael Jordan. C'est-à-dire que tout ce qui touche, ça se transforme en or. Il propose parce qu'il faut se rappeler aussi que c'est totalement inédit. Des joueurs qui, pendant l'intersaison, font autre chose que du basket, autre chose qui puisse leur attirer de la célébrité. Aujourd'hui, c'est assez commun. Tous les mecs vont faire des... Alors, il y a Damian Lillard qui fait son rap, il y a LeBron James qui va reprendre Space Jam, il y en a d'autres qui produisent des séries, des films. Avec Michael Jordan, c'était totalement inédit. Il fait un film qui n'est pas si bon que ça, mais encore une fois, ça participe à sa légende avec le terrain d'entraînement à côté du studio de tournage où il s'entraîne comme un dégénéré et quand il y a des matchs avec les autres joueurs, il les fume comme il en a l'habitude. Il y a plein de choses comme ça qui, finalement, n'ont pas vraiment d'explication rationnelle, mais qui, petit à petit, s'ajoutent et participent à sa légende. Ouais, puis il y a ce côté aussi, juste faire très court, qui d'autre aurait pu faire ce film-là en fait? Personne. Il n'y a que Michael Jordan. Est-ce qu'il y a un autre sportif qui aurait pu faire un film avec les Looney Tunes en fait? C'est quand même c'est bête, mais c'est extraordinaire quoi. C'est ça qui construit aussi la légende de Michael Jordan, c'est faire un film pareil qui devient culte.
que tout le monde a au moins vu une fois, vu Bugs Bunny à côté de Michael Jordan. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça, quoi. Et là, on voit là, il y a LeBron James qui est prévu. Je crois que le tournage a commencé déjà pour Space Jam 2. Et du coup, on est véritablement dans cet héritage-là où LeBron, comparé à Michael pour beaucoup de choses, qui se lance aussi dans ce Space Jam 2 qui, du coup, reprend l'héritage de Michael d'un point de vue là, pour le coup, vraiment culturel. On est en plein dedans, quoi. Ouais, et c'est pas le seul, hein. Il y a Kyrie Irving qui a fait son film aussi, Uncle Drew, il y a quelques années. Shaquille O'Neal aussi, qui a participé à plusieurs films qui étaient là aussi, Oui, bon. là aussi très, très mauvais. On se souvient de Kazam, hein. Donc, non, franchement, voilà, Michael Jordan, c'est un pionnier, quoi. Il a lancé plusieurs trucs. Les anciens joueurs avant lui, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, participaient à des films, mais c'était après leur carrière. Lui, Michael Jordan, c'est pendant. Quand il est le meilleur joueur du monde, il fait des trucs à côté qui ensuite qui fait des émules et qui lance des modes, quoi. Pour terminer cette émission, on a abordé beaucoup de choses. Et c'est vrai que on a parlé du côté sportif et de tous ces grands moments, on va dire. Il y a quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, c'est la mentalité de Michael, notamment dans les citations. Alors, on vous a mis quelques citations aussi que les joueurs pouvaient avoir, que lui, voilà, avait sur lui. Il y a vraiment des choses qui ont participé à cette légende. Là, par exemple, on vous met une citation, enfin, je vous lis la citation là qu'on a notée. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. Ça fait partie pour un sportif en tout cas, et des moments, des mentalités en tout cas nécessaires pour être au plus haut niveau et surtout pour dominer ses adversaires et pour être un modèle ensuite pour la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette mentalité? Est-ce que pour vous, il y a une mentalité Michael Jordan ou pas? Ah ouais, Thomas, carrément. Pour moi, ouais. Thomas, ouais. Et c'est une mentalité de winner, quoi. Totalement, le mec, la citation que tu viens de dire là, elle prouve bien que le mec, il n'a pas peur de l'échec et que c'est à cause grâce justement à ces échecs qu'il est arrivé au niveau où il est arrivé à la fin de sa carrière. Donc, c'est totalement, pour moi, il y a totalement une mentalité de Jordan et c'est celle d'un mec qui était à tout pour la gagne. Tonio, toi, ça t'inspire quoi le mental Jordan? Ça m'inspire deux choses, une positive, une négative. La première positive, c'est que, comme Thomas vient de le dire, c'était un gagnant. Dès l'université, il était un freshman à North Carolina, il met le tir de la victoire, il gagne. Il prend cette mentalité d'ailleurs qui, je pense, datait un peu d'avant, de sa jeunesse, de sa famille. Il prend cette mentalité, il l'amène dans sa carrière professionnelle et il gagne, et il gagne, et il gagne. Et tout ce qu'il fait, c'est avec un seul objectif, la victoire. En fait, j'ai envie de dire qu'il est altruiste, pardon, en étant égoïste. C'est-à-dire que quand ses coéquipiers ne sont pas forcément en bonne position pour prendre des tirs de la victoire, quand ils n'ont pas forcément le caractère qu'il faut pour tenter ces tirs de la victoire, lui prend ses responsabilités pour eux. Mais toujours dans un seul objectif, c'est de gagner. Pas pour faire ses stats, pas pour être le meilleur scoreur, pas pour enchaîner les records, seulement pour gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument admirable chez Michael Jordan, qui se perd un peu dans la NBA d'aujourd'hui. On a beaucoup de joueurs qui, des fois, hésitent à prendre leurs responsabilités pour pas abîmer un peu leur stats. Moi, je pense, je vais parler un peu de LeBron James. C'est un aspect de sa carrière que j'aime pas beaucoup, qui est tout le temps dans la narration, dans l'écriture de sa carrière. Je me souviens des finales 2018 contre les Warriors, où il défend pas du tout Kevin Durant. Et une des raisons, c'est parce que il n'a pas envie d'être sur toutes les vidéos, tous les highlights de Kevin Durant, comme il a été l'année précédente, où KD met le tir de la victoire au match 3 sur lui. Michael Jordan, lui, il se foutait de ça. Il se foutait de son image, il se foutait de ses stats. Tout ce qu'il faisait, c'est pour la victoire. Et le côté négatif, rapidement, avant de laisser la parole, c'est que finalement, c'est un peu la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la NBA, et aussi la pire chose. Parce qu'après Michael Jordan, tous les joueurs de renom qui pouvaient aspirer au statut de Michael Jordan pensaient que la seule manière de gagner, c'était d'être comme Mike. C'était d'être un peu égoïste, c'était d'être un peu dur avec ses coéquipiers, beaucoup d'ailleurs dur avec ses coéquipiers. Alors ça a marché pour certains,
Kobe Bryant, évidemment. Et pour d'autres, ça a complètement échoué. Les mecs pensaient qu'il fallait prendre le ballon tout seul dans le dernier quart-temps, qu'il ne fallait pas faire la passe, qu'il fallait avoir les yeux rivés sur le panier et qu'il fallait être un salaud avec ses coéquipiers, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a pas une seule manière de gagner, pas une seule manière d'être une superstar. Donc, le bon côté, le mauvais côté, mais là, encore une fois, ça montre toute l'influence de Michael Jordan. Et je pense que justement, cette mentalité, c'est un peu une forme de leadership chez Jordan, justement, d'en vouloir parfois à l'excès avec ses coéquipiers. Et je pense qu'on le voit très bien dans The Last Dance. Et c'est ce côté, je vais les pousser jusqu'au bout parce que moi, je veux le meilleur d'eux. Et si jamais ils ne sont pas capables de me faire face là à l'entraînement, bah, ça veut dire qu'ils ne sauront pas le faire ensuite en finale NBA, que je ne pourrai pas compter sur eux. Et c'est ce que certains joueurs essaient de reproduire. Et c'est un leadership qu'il a dû beaucoup travailler, Jordan, et que tous les joueurs n'ont pas réussi à développer. C'est Phil Jackson qui parfois comparait un peu Kobe, Jordan là-dessus. Et je me souviens notamment que Phil Jackson disait Kobe, oui, tu n'arrives pas à être le leader, mais est-ce que tu as des points communs avec tes coéquipiers? Et en fait, Kobe, il parlait tellement pas à ses coéquipiers, il était tellement isolé qu'il n'arrivait pas ensuite à les emmener avec eux. Et Jordan, je pense aussi que s'il a réussi ça, il le doit pas mal à un autre monsieur qui s'appelle Scottie Pippen, qui était un peu le pendant de Jordan, c'est-à-dire Jordan, c'est un peu le méchant, et Scottie Pippen, c'est le gentil, qui, quand tu t'es fait engueuler par Jordan, il va venir te voir, il va te mettre une petite tape dans l'épaule, il va te dire avec le sourire, bon, ça va, il a pas été trop dur avec toi, allez, viens, t'inquiète pas, on va y arriver. Et c'est un peu, je pense, c'est comme ça qu'il exprimait son leadership, Jordan. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est ce que je disais. Il y a, dans cette mentalité-là, on le pardonne à Jordan finalement et on le pardonnait pas forcément à Kobe. Kobe avait une mauvaise image un petit peu là-dessus. Certains adoraient cette image-là voilà, de trash talker, mais aussi de mec qui met la pression à ses coéquipiers individualistes et tout. Michael pouvait aussi l'avoir, on le voit justement dans le reportage, et on lui pardonne plus facilement, j'ai l'impression, à Michael, ce côté-là un petit peu, même s'il avait moins un côté excentrique. Mais il y a peut-être un facteur qui change pas mal de choses, c'est que Kobe, il est un peu tenu responsable du départ de Shaquille O'Neal, qui a ce côté, Kobe, du coup, il ne s'est pas gagné, quoi. C'est qu'il ne s'est pas gagné, c'est qu'il veut l'équipe pour lui tout seul, il veut être le meilleur, mais qu'en fait, il n'y arrive pas comme ça. Alors que Jordan, ça a été presque le chemin inverse, en fait. Oui, quelqu'un va terminer là-dessus. Bon, je pense qu'un des facteurs pour lesquels on pardonne à Jordan, c'est la victoire, tout simplement. Ouais. Quand tu gagnes, on te pardonne tout. Et Kobe, ça a pris pour lui de gagner en 2009, en 2010, pour qu'on finalement on lui dise ouais, bravo, ça marche d'être dur avec Pau Gasol, d'être dur avec Andrew Bynum, mais on n'a plus rien à dire. Et Jordan, faut se rappeler aussi qu'avant qu'il commence à gagner, il s'est pris une sacrée sauce dans les médias américains. C'était un monsieur qui marque tous ses points, mais qui finalement ne marque pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es égoïste. Ton basket, il n'est pas fait pour gagner. Donc, je pense que c'est vraiment ce petit détail qui fait la différence et la victoire. Puis, en plus, ce côté méchant avec ses coéquipiers, Jordan, il est sorti en fait que quand il a commencé à gagner. Avant, les gens n'en parlaient pas, mais c'est lorsqu'il y a eu un bouquin qui s'appelle The Jordan Rules, où là, où il y a eu des révélations très, très dures pour Jordan, qui lui faisait beaucoup de tort sur comment il traitait ses coéquipiers. Mais en même temps, il gagnait. Donc, en fait, les gens ne pouvaient pas lui dire c'est pas bien ce que tu fais parce que ça marche. Donc, il y a aussi, la victoire est totalement liée à Jordan. Effectivement. Thomas, est-ce que tu veux conclure? On ne va pas tarder à boucler cette émission. Ouais, j'avais juste une petite question, en fait. Quand vous parlez de joueurs qui sont égoïstes et qui ont repris cette mentalité un peu de Jordan, d'être méchant avec ses coéquipiers, etc., et que ça ne marche pas, vous pensez à qui exactement? Moi, je pense à toute la flopée des joueurs fin des années 90, début des années 2000 qui finalement a un peu échoué. C'est Stéphane Marbury, c'est Jamal Mashburn, Antoine Walker. C'est des joueurs qui avaient énormément de talent et qui étaient… je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y avait l'influence de Jordan derrière qui disait Mike, il était révéré, il était aimé, adoré parce qu'il prenait les shoots de la gagne à la fin. Parce qu'il disait à ses coéquipiers poussez-vous, c'est à moi de gagner. Sauf qu'eux n'avaient pas forcément le talent. Et même quand ils avaient le talent, ils n'avaient pas forcément la tact pour le faire. Okay. Les gars, on va s'arrêter là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir participé à cette émission. On a pas mal dit de choses. N'hésitez pas à
réécouter cette émission en plusieurs fois si vous le voulez, en plusieurs parties. Voilà, merci à vous tous. Je vous donne quand même les dates pour le, le, le documentaire Netflix qui est sorti. Donc aujourd'hui, là, le lundi 20 avril, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Rendez-vous toutes les semaines, là, le 27, le 4 mai, le 11 mai et le 18 mai pour les derniers épisodes. C'est en 10 parties, The Last Dance sur Netflix. Merci à vous, les gars. Je rappelle aussi du coup que vous pouvez retrouver Sébastien Ferreira sur YouTube. Si on a parlé de moments un petit peu légendaires, notamment The Shot, on a parlé, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur YouTube pour découvrir un peu mieux ce moment qu'on a qu'évoqué au final. Merci Seb d'avoir participé à l'émission. Merci à toi Thomas, merci à toi Tonio aussi. Les gars, rendez-vous pour une prochaine émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, à partager l'émission si vous voulez la réécouter sur les dispo partout, SoundCloud, Mixcloud, Spotify, iTunes, Deezer, sur YouTube aussi avec les visuels. Voilà, on a dit beaucoup de choses, on a fait pas mal de digressions aussi. Tout est sur YouTube si vous voulez les détails. Les gars, merci beaucoup. Longue vie à Michael Jordan, nouveau propriétaire des Hornets. Et voilà, j'espère qu'on le verra encore longtemps. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je sais que quand je l'ai vu pleurer là pour l'hommage à Kobe, je ne vais pas vous mentir que ça m'a fait un petit truc de voir le Michael comme ça en pleurs et ce grand homme qu'est Michael aussi. Enfin voilà, ça c'était pour le petit côté perso, les gars. Merci beaucoup. En tout cas, rendez-vous la prochaine. Je vous dis ciao et puis un plaisir. À bientôt. Allez, salut tout le monde.